Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, une capsule toute nouvelle comme catégorie, c'est On the Road chez mon ami Mathieu, que vous connaissez, que vous avez vu à Las Vegas, qu'on a vu à Allentown, et qu'on va revoir à Allentown encore en 2019. Part 3. Part 3. Mais avant ça, je me trouve dans son magnifique sous-sol Game Room, entouré de ses machines et de sa plus récente Pinbot. Et quand je fais des petits tours au Saguenay, je suis toujours content d'amener ma petite trousse d'apothicaire. M'écraser sur le divan, puis jaser, puis on va me péter le dos sur ton divan. J'essaie de faire mon gars qui chill out. Fait que Mathieu a acheté cette rutilante Pinbot. Pas loin d'être l'un des meilleurs systèmes, hein? Satisfait de ton achat? Ça fait très longtemps que je la cherchais. Décris-moi un peu ton problème. Mon problème, c'est que après un certain temps, après peut-être 10-12 parties, les drop targets sur le côté ne rebondent plus. Ça fait comme un grondement, ce bzzz, puis les targets ils restent pris. Fait que là, je demande l'expert en question. The expert is here. Alors, c'est en ouvrant la machine que je me suis dit, hey, il faudrait que je fasse une capsule pour filmer ça. Alors, nous y voilà, j'ai déjà un bout de chemin de fait. Quand j'ai ouvert la machine, j'ai remarqué que les connecteurs du bas ici étaient tous penchés vers le bas. Et ma déduction est que c'est quand même assez fréquent que quand on déménage une machine, en baissant la tête, ça tire sur les connecteurs, ça tire sur les couettes de fil et ça fait pryer les connecteurs, pour utiliser une expression bien de chez nous. Ce qui fait que il y a beaucoup de petits connecteurs ici, de pins qui ont la mine basse. Alors, c'est aussi les connecteurs qu'il faut s'avouer qui gèrent toutes les input-output et la gestion de pouvoir pour les solénoïdes. Alors, on dévisse le board, on retire tout ça, on remet les connecteurs bien droits et on révise les soudures parce que je suis pas mal sûr qu'il y en a une de craquer. J'ai le manuel avec moi, j'ai le board, je suis dans un bel atelier et j'ai fait une inspection visuelle de tout ce que a pu être fait sur le board depuis que la machine est en existence et il y a eu beaucoup de travail. Bon, première des choses, j'ai redressé les pins ici, que je pensais peut-être être le problème. J'ai fait une vérification et à l'œil nu, ça ne semble pas problématique, mais la plus grosse erreur, c'est de se fier à son œil nu. Alors, si vous avez une loupe, regardez chacune des traces parce qu'une micro-cassure, ça ne se voit pas à l'œil nu. Mais reste quand même que j'ai d'autres pistes de problèmes parce que, voyez-vous ici, là, j'ai tout de suite vu, est-ce qu'on va bien voir, j'ai tout de suite vu un transistor qui a été changé avec des soudures plutôt baveuses. Non, mais je vais faire des zooms. Avec des soudures plutôt baveuses et en fait, j'ai remarqué que cette pièce-ci, celle-ci, celle-là, 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 ainsi que deux chips ici ont tous été changés. Et en fait, c'est pas très difficile de s'en rendre compte. Ça l'a chauffé, mais ça a aussi été ressoudé de manière, je dirais presque un peu cavalière. Il y a beaucoup de traces de flux. Le travail est pas à mon standard, ok? Je vais le dire, c'est vraiment pas la manière que j'aime laisser une soudure refaite. Alors, ce que je vais faire, c'est littéralement retirer les anciennes pièces, tout nettoyer, repositionner et m'assurer vraiment d'une bonne continuité, aussi d'un bon contact. Parce que, voyez-vous, ce transistor-là, qui est le Q24, si on regarde à l'arrière, Q23, Q22, Q24. Alors, celui-ci qui a été changé, si on se réfère à notre solenoid table, Q24, drop target bank. Oh, what a coincidence! Alors, ce transistor a été changé et a eu des soudures un peu trop bâclées, ce qui fait qu'avec le temps, avec la chaleur, le solénoïde de drop target ne se réactive plus. Alors, je fais exactement ce que je viens de dire, j'enlève tout ça, on nettoie et on espère pour le mieux, n'est-ce pas? On espère pour le mieux. Pour le mieux! J'ai enlevé le transistor, nettoyé les pads de soudure de chaque côté et voici à peu près le niveau de qualité que j'aime avoir pour être capable de me ressouder. J'utilise le dos d'une lame d'X-Acto pour enlever l'ancien flux, les anciens résidus. J'utilise mon crayon de Flux Remover pour enlever toutes les petites accumulations comme vous voyez ici.
Et ce qu'on voit d'ailleurs, entre autres sur la trace ici, c'est le petit transistor Q24 qui, lui, gère le flasher, alors qui est juste là. Alors, ce que je viens de faire sur ce transistor, je vais le faire ici et je vais faire aussi systématiquement un nettoyage pour tout ce qui est chip parce que, ça m'agace. On veut prévenir d'autres problèmes éventuels. La révision est terminée sur le dessus. J'en ai profité pour mettre à niveau tous les transistors ici et faire un nettoyage des contacts. Ici aussi, c'est propre. Et à l'endos, voyez-vous, j'en ai fini avec toutes les traces de flux des anciennes opérations de changement de chip et de transistor. Alors, c'est beaucoup plus propre et j'ai aussi refait toutes les connexions et enlevé tout le flux et remis du nouvel étain. Non, enlevé l'ancien et mis le nouvel étain, nettoyé au flux remover. On va y arriver. OK, ça fait qu'on est prêt à réinstaller ça et à tester, à faire un stress test du Drop Target Bank en souhaitant que... écoute, on va être pogné pour jouer à Pinbot toute une soirée de temps. J'ai réinstallé le board en faisant une double vérification de chacun des connecteurs. Je me suis même permis de mettre la puissance off-camera. Eh oui. Je tiens à mentionner que Mathieu a fait un bon achat, entre autres, parce que sa machine possède les nouveaux boards de PinScore qui ajoutent une longévité éternelle maintenant aux afficheurs et enlève beaucoup de stress. Finalement au board d'alimentation. Alors, on va faire un premier démarrage. Et puis, on va s'amuser à déclencher les banques de drop target. OK. Le déclenchement est bon. Mais les targets ont de la misère à bien s'accrocher. Alors là, ce qu'on va avoir vraiment révisé, là, ce qu'on va faire, on va faire carrément un démontage parce que j'ai vraiment l'impression que le coil a suffisamment de force, mais que le sleeve est très sale et que le mouvement a de la misère à bien s'effectuer finalement à l'intérieur du sleeve. J'ai démonté la portion supérieure du kit de Drop Target pour en faire un nettoyage en profondeur, mais la pièce que je vais surtout m'affairer à remettre en état, c'est le plunger ici qui est rendu extrêmement noir, piqué et qui, selon moi, fait beaucoup de friction à l'intérieur du sleeve du coil. Sleeve de coil que je change d'ailleurs, je vais en mettre un neuf. Alors, entre autres, je le sens un petit peu râpeux ici, là, sur le dessus, on va limer ça. Le kit de banque de Drop Target a été complètement démonté et renettoyé. Ça a fait du bien quand même. Un nouveau sleeve, nettoyer le plunger, nettoyer la target, les targets pour qu'il y ait le moins de friction possible. Et puis on est prêt à faire des tests et normalement tout devrait bien se passer. Poc, 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 on y va à la main. On y va en série, on active les banques de Drop Target. On monte de planète en même temps. Tout semble être revenu dans l'ordre. On voit vraiment qu'il n'y a plus la même friction qu'il y avait tantôt. Alors, on a carrément refait toute la chaîne. Oh! J'ai atteint la planète Mars. La planète Mars, c'est la clé. C'est la clé. Alors, il va falloir faire attention de ne pas faire un high score à la main. Ça fait qu'on peut vraiment dire que le problème est réglé. Je trouvais ça quand même important de faire une révision du Solenoid Driver Board. On voit que ça a fait du bien quand même à des soudures qui étaient un petit peu shady. Nettoyer le système d'assemblage de Drop Target. Et voilà, je ne crois pas qu'il devrait avoir de problème avec pour encore un bon bout de temps. Mais là, on a quand même d'autres petits troubles qui nous popent. On peut regarder un peu la Indy 500. Ouais, ça chauffe. La Indy 500, elle a senti le brûler. Indy 500 senti le brûler. Okay. Suspense. OK, on regarde qu'est-ce qui a pu chauffer là-dedans. La résistance ici, la R97, a vraisemblablement cramé. Et dans son emportement, a entraîné dans sa chute la R96 et R94 et même R95 est selon moi un peu affectée. On a même peut-être la diode. Bref, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que l'étape où je suis rendu en ce moment, c'est on démonte ce board-là. Et Mathieu est déjà, on est le lendemain en passant, hein, j'ai pas le même accoutrement qu'hier parce que justement j'ai dormi là-dessus. Et puis ce matin, Mathieu est allé chercher toutes les bonnes valeurs de résistance. Et puis je vais démonter ça et je vous le donne en mille. Je suis convaincu que je vais assister à des hacks, à du travail qui a été fait selon moi un peu bâclé parce que ça ne s'est jamais produit. Et j'en ai fait une méchante bonne gang, démontage de WPC, ça ne s'est jamais produit. Que j'ai démonté un board WPC que j'ai pas vu justement des hacks, du travail bâclé, des mauvaises soudures.
Alors voyons voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce board. Qu'est-ce qu'il nous réserve comme surprise? De retour dans l'atelier, le board est sur l'établi et on va faire un récapitulatif de tout ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant dans ce qui a déjà été fait sur ce board et ce qui reste à faire. Alors, première des choses, on peut déjà voir qu'il y a un bout de connecteur ici pour le General Illumination qui a été changé. Alors, c'est ce qui arrive sensiblement sur toutes les machines WPC qui ont été ouvertes pendant longtemps. Ces connecteurs-là brûlent et ils ont été changés. Normalement, tant qu'à faire, on change toute la ligne, mais bon, ça c'est correct, au moins ça fonctionne. Et même chose ici, celui-là il a brûlé et a été changé, mais il mériterait d'être nettoyé parce qu'il est quand même assez oxydé. C'est sûr que la machine est maintenant montée en LED, donc il y a beaucoup moins de stress qui est appliqué sur les connecteurs ici et là, ce qui fait que ça fonctionne, mais c'est quand même... Il y aurait moyen de rendre ça un peu plus tight. Et on peut voir d'ailleurs que le travail a nécessité, en fin de compte, de carrément refaire des traces, qui veut dire qu'à l'origine, ça l'a carrément complètement brûlé. Je vais faire un nettoyage de tout ça. Je préfère quand, justement, il n'y a plus de traces de flux et de traces de brûlure. Même chose ici, on va retravailler un peu là-dessus. J'ai un petit doute là, ici sur sa connexion. Je la trouve un petit peu, pas froide, là, mais j'ai l'impression que le contact n'est pas exemplaire. OK. Autre chose aussi qui a été travaillé, un transistor ici a été changé. Alors, on voit ici, c'est là que ça l'a brûlé, mais celui-là a été changé et tellement que la trace cassée ou a dû fondre et le chemin a été refait complètement. Je vais simplement nettoyer, réviser que tout est bien, que la connexion se fait bien. Puis, normalement, on peut laisser ça comme ça va être correct. Même chose qui a été faite ici en lien avec... le transistor qui est là. Sauf que là, je suis désolé, mais là, je vois vraiment quelque chose qui me remplit d'horreur. Je déteste ce genre de réparation, c'est-à-dire un ancien type, si je ne me trompe pas, ça c'est quoi donc déjà les types 36C? Un ancien type 36C a pété. Les pattes ont été conservées et un nouveau type 36C équivalent a été ressoudé sur les anciennes pattes. Ça, je suis désolé, je ne peux pas cautionner ce genre de réparation-là. Je vais retirer les anciennes pattes et réinsérer ce type 36 correctement à l'intérieur de chacune des pattes. On veut que la connexion soit au meilleur. Et même chose ici, j'ai toujours de la misère à avoir justement de la soudure qui a été mise sur le board. Alors, on va le nettoyer et réviser et s'assurer que les soudures ici sont bien faites. Vous voyez comment ils ont ballonné ici. Là. Normalement, une soudure, on n'est pas supposé voir un gros blob d'étain comme celui-là. Alors, beaucoup de révisions en perspective. Et ça ne s'arrête pas là parce que, voyez-vous, une chose que je fais aussi systématiquement maintenant, c'est que je vérifie si c'est bien beau d'avoir des fuses installés de la bonne valeur et tout. Alors, je vais vérifier premièrement si chacune des fuses sont de la bonne valeur. Mais j'essaie de les déplacer un petit peu dans leur socket pour le fun, pour voir s'ils se déplacent facilement. Et regardez comment, des fois, là, il existe un petit peu trop de jeu dans le socket et la fuse se déplace. Dans ce cas-ci, c'est pas si mal. Ça peut passer jusqu'à un certain point, mais voyez-vous, celle-là est terriblement flacotante, au point que ça se demandait comment ça se fait qu'il y a un contact qui se fait. C'est tout simplement atroce. Et voyez-vous, même chose si celle-là est correcte, celle-là ça passe, celle-là aussi. Mais même chose pour elle. Il y a, écoutez, c'est fou là, comment je peux déplacer la fuse de haut en bas sans aucun problème. Alors ça, c'est inacceptable. On va retirer la fuse, on va refermer les connecteurs pour être sûr que le contact soit beaucoup mieux, beaucoup plus présent sur la fuse. Petit détail, vraiment une chose qui m'intrigue, comment ça se fait que le test point ici est complètement plié. Ça, c'est étrange. Je comprends pas comment ça peut arriver. Ça, c'est là-dessus qu'on va se prendre si jamais on veut tester le 18 volts. Normalement, un test point, c'est bien beau, vertical comme ça. Celui-ci est plié. C'est pas quelque chose qui est fonctionnel, mais j'ai le petit archéologue en moi qui se demande pourquoi dans l'histoire de cette machine-là, ce test point-là a reçu une grosse baffe. OK, alors, et puis évidemment, on va vraiment se pencher sur le vif du sujet, c'est-à-dire la résistance ici qui est en décrépitude totale. Même chose pour celle-là qui a vraiment morflé. Celle-là ici, peut-être même changer la diode qui est là ou peut-être qu'elle a juste chauffé. Je vais la retirer pour la tester. Bref, j'en ai pour un bon bout de l'après-midi là, à travailler là-dessus. Je ne m'attendais pas à ça.
Ben, en fait, c'est exactement ce que je vous disais. Je m'attendais à avoir des mauvaises surprises. J'en ai. Faut que je les adresse. Alors, on commence dès maintenant. Faire du nœud avec du vieux. Donc, ce transistor-là aussi était soudé sur des anciennes pattes. Alors, j'ai lui, mais lui. Alors, on va nettoyer ça ici parce que c'était soudé au-dessus et en dessous. Bon, après 1 heure de boulot, j'ai rectifié le tour pour que ce soit un peu plus à mon goût. Alors, les transistors ici ont été dessoudés des anciennes pattes et ont été refaits et ont maintenant des belles soudures brillantes. Et bien, tout le dessous a été nettoyé. Il n'y a plus aucune trace de flux. J'ai vérifié chacune des connexions et des comment dire, des traces qui ont été refaites. Tout est correct. J'ai resserré aussi les sockets de fuse ici et là. Ça, c'est pour le 12 volts secondaire. J'ai imprimé d'ailleurs la fuse list. Alors, le 116, c'est pour le 12 volts secondaire. C'est quand même assez important. Alors, c'était à se demander comment ça se fait que ça fonctionnait, tellement la fuse était flacotante. Même chose ici. Ça, c'est la fuse pour toutes les high power solénoïdes, incluant entre autres celui dont j'ai nettoyé les pattes. Ça peut expliquer un peu pourquoi, justement, il y a des traces de brûlure à certains endroits de connexion. Peut-être que, justement, il y avait tellement de résistance qui se créait que, à la longue, ça venait à créer, comment dire, de plus en plus de résistance, ça venait à créer des brûlures. J'ai nettoyé aussi l'oxydation qu'il y avait sur les pattes ici. Donc, maintenant, fort de tout ça, on est enfin rendu à adresser nos problèmes de résistance. Avant de réinstaller les pièces, je voulais montrer le ménage que j'ai fait. J'ai enlevé toutes les anciennes pièces. Je m'assure que toutes les pads soient correctes et je vais avoir des petites traces à refaire. J'ai l'impression, entre autres, que la petite pad ici qui était cassée pouvait peut-être être une source de problème. Alors, on révise, on installe et on apprécie le résultat final. Après un premier démarrage de la machine, on n'avait rien sur le DMD. Les voltages semblent bons dans la machine. J'ai pris soin de retirer le MPU juste au cas où. Même si on a les bons signaux ici, je me demandais comment ça se fait que sur le DMD, je suis capable de rentrer dans le menu BIOS, mais on n'a aucun code du jeu. Alors, on n'a pas la musique et on n'a pas les affichages sur le DMD. Sauf que les lumières d'insert fonctionnent, les flippers aussi. Donc, il y a du truc qui fonctionne, mais pas tout. Alors, j'ai décidé de l'enlever et puis pour avoir une incroyable surprise, c'est qu'un propriétaire précédent a littéralement ressoudé absolument tout. Ça, c'est signe un peu de genre de quelqu'un qui voulait enlever le problème. Savait pas trop par quel bout commencer, donc ça a simplement fait du shotgun et revisé absolument tout. Et c'est malheureux à dire, mais ça risque plus de créer des problèmes qu'autre chose sur le long terme, ce genre d'approche. J'ai fait un petit nettoyage rapidement, là, juste enlever au moins les résidus de flux, ça serait tellement juste la moindre des choses. Il y a beaucoup de soudure qui bubule un peu partout, alors ça, c'est difficile de faire quelque chose. Sincèrement, ça nécessiterait presque d'en acheter un neuf, mais... Bon, je vais quand même le réviser. Je vais reciter tout ce qui est monté sur socket. Je vais nettoyer le flux en espérant que ça va au moins améliorer un peu les choses. C'est le genre de situation où j'ai de la misère à être complètement enthousiaste, mais en même temps, j'ai pas le choix d'avoir un certain... je crois qu'on a avancé. Voyez-vous, tantôt, on n'avait absolument rien sur le DMD. On avait des lignes verticales partout à la grandeur. En retirant le MPU, en nettoyant toutes les traces de flux, j'ai reseté chacun des EEPROM. Et là, on a ce qui semble être une game en parfait état de condition. Allons voir, on démarre la game. On n'avait pas de musique tantôt. On n'avait rien, là. Le flipper marche. Tantôt, quand on l'a fait, même le flipper ici, c'est pas là. Vas-y, mais fais-tu? Bon, j'ai quand... Oh, arrête! Merde! Fuck! Ah, ok. Ça, c'est chiant. Ça, c'est la merde. Voyez-vous? Le feu vient de prendre dans la résistance au-dessus. Tantôt, on a changé tous ceux-là. Et là, ça vient de cramer ici, dans les pièces supérieures. Aux pièces que je n'ai pas touchées. OK. Il va falloir investiguer davantage. Et qu'on n'était pas loin d'avoir tout réglé. C'est très étrange. Vraiment étrange. Alors, il va falloir vraiment suivre toute la ligne ici.
de transistor, à savoir pourquoi justement systématiquement ça crame. Aïe aïe aïe, c'était trop beau pour être vrai, l'espace de moment, on va arrêter ça là, faut qu'on arrête pour notre journée de travail. Mais on a quand même avancé. On a avancé. Fake win. Fake win! Keep the faith, restez à l'écoute! Gardez l'espoir. On se retrouvera à l'épisode 2 à savoir pourquoi. Restez failure. À plus, ok bye!